Les maisons du côté impair de la place de la Résistance ont changé plusieurs fois de numérotation, notamment avant la construction du palais de justice en 1852 et après la destruction de 4 maisons dans les années 1930. Le côté impair de l'actuelle place de la Résistance débute par le palais de justice, qui porte maintenant le numéro 3. Construit en 1852, la façade principale se compose d'un portique percé de 3 grandes arcades vitrées, encadrées par 4 colonnes cannelées d'ordre dorique. La décoration extérieure de l'étage appartient à l'ordre architectural ionique. Le palais de justice a été construit sur l'ancienne sénéchaussée du Boulonnais, le lieu où la justice du roi était rendue. En 1419, les ducs de Bourgogne occupent le pays boulonnais. En 1477, Bertrand VI de la Tour d'Auvergne est comte d'Auvergne et comte de Boulogne. Il accepte qu'une sénéchaussée, chargée d'appliquer la justice du roi Louis XI, soit construite à Boulogne. Les anciens droits des comtes de Boulogne sont abolis. Néanmoins, le roi Louis XI s'engage par écrit que les habitants continuent à être exemptés de toutes les impositions, tailles, subsides, gabelles, comme de tout temps il l'avait été sous les comtes de Boulogne. Cette législation particulière fut fixée par écrit dans le cahier des coutumes locales et désignée comme les privilèges du Boulonnais. La sénéchaussée fut établie le 18 avril 1478 et rattachée au Parlement de Paris avec Philippe de Crèvecoeur, seigneur d'Esquerdes, gouverneur et sénéchal. C'est à cette date que le comté de Boulogne quittait le comté d'Artois et était rattaché au domaine royal. Le chevalier François de Créqui, seigneur de Douriez, l'un des signataires du traité d'Étaples, succédera à Philippe de Crèvecoeur. François de Créqui rédige en 1495, sur ordre de Charles VII, les coutumes du Boulonnois, qui sont validées par les 3 ordres à Boulogne, et qui prolonge les privilèges des Boulonnais de ne pas payer de taxes. Le procureur du roi était Pierre de Haudic, qui avait succédé à Denis de l'Épau, seigneur des Prés. En 1500, c'est Jean le Grand, qui est lieutenant général de la sénéchaussée du Boulonnais. En 1505, c'est Louis Levasseur, dit Lemire. Il est remplacé en 1506 par Antoine de la Poterie, écuyer seigneur de Saint-Maurice. En 1525, Jacques Dutertre, seigneur des Clémies, est lieutenant général de la sénéchaussée. Puis en 1531, c'est Louis Chinot. En 1549, c'est Louis Dutertre, seigneur d'Escoffen, qui est lieutenant général de la sénéchaussée du Boulonnais. La sénéchaussée sera reconstruite en partie en 1550, sous Henri II, après les 6 ans d'occupation anglaise. C'est là que régnèrent de nombreux sénéchaux. Antoine d'Estrées de Doudoville, Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d'Épernon, Raymond Roger de Bernay et la dynastie des Patras de Campegno. La façade de la sénéchaussée, orientée vers la place du marché aux grains, était constituée de 3 niveaux de pilastres superposés. Le rez-de-chaussée, surmonté d'une frise dorique, était percé de 2 portes tracées en plein cintre, tandis que les fenêtres de l'étage étaient à meneaux et croisées de pierre. Un fronton triangulaire coiffait une porte latérale. Le rez-de-chaussée de l'aile droite était occupé par l'amirauté, le haut commandement de la marine militaire de France, tandis que le corps de logis principal abritait la sénéchaussée. Du 10 au 20 octobre 1550, après les 6 ans d'occupation anglaise, se tiennent dans la sénéchaussée les grandes assemblées des États du comté pour la réformation de la coutume, c'est-à-dire des traditions du Boulonnais. De 1552 à 1555, le lieutenant général est Antoine Dubois. En 1554, Antoine Chinot est lieutenant particulier de la sénéchaussée. En 1607, c'est Adam Levasseur qui est lieutenant général en la sénéchaussée du Boulonnais. De 1653 à 1676, Antoine le roi de Lausanne-Brune est lieutenant général de la sénéchaussée du Boulonnais, conseiller d'État et chevalier de l'ordre de Saint-Michel. En 1662, il doit faire face à une jacquerie, une violente contestation de l'impôt qui s'achèvera tragiquement à Uquelier. Ces émeutes, dans le Boulonnais, seront qualifiées de guerre de Lustucru, pour souligner leur côté vain et inutile. Et pourtant, est-il vraiment inutile de lutter contre les impôts prélevés par un État qui s'en sert plus pour engraisser ses amis que pour le bien du peuple? Toute ressemblance avec des faits récents serait une coïncidence purement fortuite. En 1789, les 3 ordres s'assemblent à la sénéchaussée pour la rédaction des cahiers des doléances, puis pour les élections à la première constituante. En 1789, Bernard Gros, l'oracle de son temps, avocat et magistrat, est député du tiers-état aux États généraux pour la sénéchaussée du Boulonnais. De 1790 à 1795, Nicolas Lateux préside le tribunal du district et Bernard Gros est juge de ce district. Nicolas Lateux avait été mailleur de la ville de Boulogne de 1768 à 1771. Électeur du tiers-état, il proposa à l'Assemblée générale des 3 ordres de la sénéchaussée du Boulonnais de réunir toutes les doléances en un seul et même cahier. Sa proposition fut rejetée et les 3 ordres délibérèrent séparément. Mais il fut décidé que les 3 ordres se réuniraient par commissaire pour traiter des intérêts généraux. Nicolas Lateux fut l'un de ces commissaires. L'Assemblée du tiers-état comptait 284 électeurs. Nicolas Lateux y fut élu député aux États généraux pour la sénéchaussée du Boulonnais le 31 mars 1789.
En 1790, la sénéchaussée de Boulogne est supprimée. Le directoire instaure un tribunal unique par département, et pour le Pas-de-Calais, ce sera à Arras. Le bâtiment de la sénéchaussée servira de magasin au fourrage, puis de dépôt pour les couchages de l'armée, et souffrira pendant 30 années, autant intérieurement qu'extérieurement. Après la Révolution française, Louis-Marie Grand-Sire, maire de Boulogne, sera président du tribunal de première instance en 1800. Le tribunal tient alors ses audiences à l'hôtel de ville. En 1820, le président du tribunal, François-Xavier André de Huissoc, entreprend la restauration partielle de la sénéchaussée. Le tribunal y siégera de 1822 à 1846. En 1826, sur la place du marché aux grains, l'ancienne sénéchaussée abritait les tribunaux de première instance, de commerce et de justice de paix. En 1840, de profondes crevasses apparaissent dans le bâtiment. En 1841, c'est la même chose. En 1844, il faut étayer l'édifice qui menace de s'écrouler. En décembre 1844, un ouragan déferle sur Boulogne, et le président du tribunal le fait évacuer. Par la suite, les locaux seront tellement dégradés qu'il sera décidé de construire un nouveau tribunal. Le 27 août 1845, sur demande du maire Alexandre Adam, le Conseil général admet la nécessité de reconstruction de l'édifice. Le 24 octobre 1846, les tribunaux qui siégeaient dans l'ancienne sénéchaussée quittèrent ce local et allèrent s'installer dans une maison de la rue des Pipeaux pendant 6 années. En décembre 1847, ce sont les fameux frères Crouy, entrepreneurs en bâtiment, qui obtiennent l'adjudication du bâtiment. En 1849, après la révolution de 1848, les travaux reprennent sous la direction de l'architecte en chef du département du Pas-de-Calais, M. Epelé, issu de l'école des Beaux-Arts. Sur l'emplacement agrandi, la première pierre du palais de justice est posée le 17 avril 1850. Le 31 octobre 1852, les tribunaux viennent prendre possession de leur nouveau palais, et le 10 novembre suivant, il est officiellement inauguré par le comte Victor Duhamel, préfet du Pas-de-Calais. Après la messe du Saint-Esprit célébrée en l'église Saint-Joseph, l'actuelle bibliothèque des Annonciades, l'évêque d'Arras, Pierre-Louis Parisi, prononce la bénédiction. Le buste de Napoléon III est placé au-dessus de la porte d'entrée. La façade principale a une largeur de 30,50 m. Elle se compose d'un portique, percé de 3 grandes arcades vitrées en plein cintre, encadrées par 4 colonnes cannelées, d'ordre dorique, aux 2 tiers engagées. Les 2 parties en arrière-plan, à la droite et à la gauche du portique, sont déterminées par 4 pilastres, dont 2 cannelés et 2 pleins du même ordre, au niveau des angles du bâtiment. Ces pilastres rattachent l'ensemble de ce portique au style gréco-romain. Au premier étage, la disposition est la même, mais l'ordre est différent. Ici, c'est l'ordre ionique, au lieu du dorique. À droite et à gauche des baies, 2 niches ont été pratiquées. Le fronton qui couronne la façade représente en bas-relief la loi appuyée sur la force et la justice, symbolisée par une massue et une épée, qui protège la société, symbolisée par les génies des sciences, des arts, de l'industrie et du commerce. Le bas-relief du fronton ainsi que les sculptures sont l'œuvre du sculpteur arageois Louis-Victor Boucron. Dans les niches de la façade ont été déposées en 1854 les statues de 2 personnages très importants dans l'histoire de Boulogne, Charlemagne et Napoléon Ier. Ces 2 statues ont été financées par le département des Beaux-Arts du ministère de l'Intérieur, qui souhaitait, au début du Second Empire, glorifier les 2 grands empereurs de l'histoire de France. À l'origine, les niches devaient accueillir 2 statues allégoriques de la vérité et de l'éloquence. La hauteur totale de la façade, du sol au sommet du fronton, est de 21,60 m. L'architecture sévère et imposante s'accorde parfaitement avec la nature d'un tribunal et le respect qui lui est dû. La façade latérale vers la rue de la Porte des Dunes repose sur un puissant soubassement en pierre de Stendhal bleu, style florentin, et percé de 6 arcades demi-circulaires. Les 2 étages qui le surmontent correspondent, à raison de la déclivité considérable du terrain, au rez-de-chaussée et à l'étage de la façade principale. À l'intérieur, le rez-de-chaussée ouvre sur une première salle d'audience qui abritait le tribunal de commerce et de la justice de paix. À gauche du vestibule, on trouvait le logement du concierge et un escalier en retour donnait accès au greffe du commerce, à la salle des assemblées des créanciers et au parquet. À droite, le majestueux escalier d'honneur menait à la salle des pas perdus, avec à gauche le cabinet du président. Au premier entresol, on accédait par un escalier de service à la chambre des avocats et des avoués, au cabinet du juge d'instruction et à celui du juge de paix. Enfin, un escalier conduisait à la chambre des notaires et aux archives.
Celle-ci constituait une mine irremplaçable pour l'histoire locale. Il s'agissait des archives de la Sénéchaussée, des 8 bailliages supprimés en 1745, de l'amirauté, de la maîtrise des eaux et forêts, des justices seigneuriales et municipales, du district, du tribunal des douanes, du tribunal civil, du tribunal de commerce depuis sa fondation le 14 octobre 1791, et également des registres de l'état civil, avec notamment les registres paroissiaux depuis 1598. L'escalier monumental conduit à la salle des pas perdus, qui s'étend devant les 3 grandes baies de l'étage. De style néo-renaissance, elle a conservé ses proportions colossales, sa fausse voûte en berceau à caissons et lunettes, son portique sur colonnes et pilastres doriques. Un arc triomphal précède et ferme cet espace, coiffé d'une grande voûte en berceau. À droite, et faisant face aux 3 grandes arcades qui l'éclairent, se trouve la principale salle du tribunal, la salle des audiences. Elle est du style de la Renaissance, avec toutefois des pilastres doriques. Elle a 17,70 m de longueur, 9,50 m de largeur et 8,50 m d'élévation. Sa décoration entière appartient au style de la Renaissance. Le plafond, en fausse voûte, est formé de caissons délimités par des demi-berceaux latéraux. 5 cartouches figuraient les plus grands jurisconsultes français, Cochin, Daguesseau, Mathieu, Moll, Séguier et Potier. Pour cette magnifique salle, le président avait commandé 3 tableaux représentant les 3 grands législateurs. Moïse descendant du Sinaï pour présenter les tables de la loi. La tête était une copie du Moïse de Raphaël. L'empereur Justinien, promulguant ses pandectes. Napoléon Ier et le code napoléonien de 1804, que l'on appelle maintenant le code civil. Ces 3 peintures dans la salle d'audience du tribunal civil, au niveau des archivoltes du fond, personnifiaient 3 grandes époques de la législation. Elles ont été réalisées par le peintre Claudius Jacan. Au centre du prétoire se trouvait un Christ sculpté sur poirier, par M. Grandfils de Valenciennes. Les peintures ont par la suite été remplacées par divers motifs en staff, un matériau de construction à base de plâtre, dont celui répété plusieurs fois de la balance, inscrite dans un médaillon porté par des cornes d'abondance. Derrière la salle d'audience, outre la chambre du conseil et celle des enquêtes, on avait installé le greffe civil. Après 1870, un buste représentant la République remplaça celui de Napoléon III au-dessus de la porte d'entrée. Le 3 novembre 1882, les membres du tribunal, du parquet, les avocats et les avoués se réunissent à l'église Notre-Dame pour assister à la messe du Saint-Esprit, dite messe rouge, pour la rentrée du tribunal. En 1885, le substitut du procureur, M. Legrand, est remplacé par M. Wagon. En 1886, le juge de paix, M. Gournay, est remplacé par M. Lancelot. Le 17 octobre 1887, la rentrée des tribunaux se fait à Boulogne, sans messe du Saint-Esprit, pour la première fois, alors que cette tradition perdure à Arras et à Paris. À cette époque, des accès pour les piétons ont été ouverts au niveau de la porte des Dunes. Durant la guerre 14-18, le palais de justice sera touché par les bombardements. En 1934, le concierge du palais de justice est M. Octave Baquet. En 1939, c'est son épouse, Mme Baquet, qui est concierge. Des aménagements intérieurs importants sont réalisés de 1977 à 1980 par l'architecte parisien Richer, avec cependant la conservation des volumes des salles principales. Les travaux ont été l'occasion de grandes découvertes archéologiques. Des structures romaines du plus grand intérêt sont en effet apparues lors des travaux de terrassement effectués pour l'aménagement d'un parking couvert, établi entre la façade arrière du monument et les remparts. Les fouilles archéologiques de sauvetage permirent de mettre en évidence une section de la première enceinte du castrum, élevée au 1er ou au 2e siècle, dans le cadre de l'installation de la flotte de Bretagne, la Classis Britannica. Mise au jour sur plus de 60 mètres de longueur, cette portion de muraille, épaisse d'environ 1,80 m, comprenait une tour quadrangulaire interne. Son élévation atteignait parfois près de 3 mètres. On en a conservé la tour, aujourd'hui abritée à l'intérieur du parking. Furent également découverts sur ce site des vestiges de la Via Sagularis, la voie faisant le tour du camp romain le long de la muraille. Des monuments à hypocauste, un système de chauffage par le sol, et des pavages en mosaïque ont été également mis au jour.